Le texte que vous m'avez demandé de traiter aujourd'hui est un extrait de l'essai sur l'astronomie de Louis Fontane. Louis Fontane est un écrivain de passion, c'est un écrivain qui va être un grand ami de Rétif de la Bretonne, d'André Chénier, de Chateaubriand, bref, quelqu'un qui va fréquenter les grands écrivains de la fin du XVIIIe siècle. Il officie donc lors du siècle des Lumières, un siècle dans lequel va se mettre en place une prévalence progressive du savoir, sous l'influence notamment des philosophes des Lumières, qui vont combattre les superstitions et remettre en avant la connaissance, notamment au travers du projet de l'encyclopédie par exemple. Il s'agit donc d'un processus progressif de rationalisation du monde. Il va falloir s'extraire de la superstition et donner une explication rationnelle, une explication scientifique aux phénomènes qui constituent le monde et l'univers. C'est dans cette droite fil que se situe l'essai sur l'astronomie, puisqu'il s'agit pour Louis Fontane de dresser un état de la science astronomique dans l'état actuel de son époque et de le remettre en perspective par rapport à l'histoire de ce qui est désormais une science et qui était auparavant une religion. Je passe ainsi à la lecture de notre extrait. Ces astres, ces flambeaux, qu'en passant l'homme admire, à qui le guèbre antique élevait des autels, comme leurs créateurs, seront-ils immortels ? Au jour marqué par lui, la comète embrasée vient-elle réparer leur substance épuisée ? Meurent-ils comme nous ? On dit que sur sa tour, quelquefois, l'astronome attendant leur retour vit, dans les régions qu'il s'étonne d'atteindre, luire un astre nouveau, d'autres astres s'éteindre. Tout passe donc, hélas. Ces globes inconstants cèdent comme le nôtre à l'empire du temps. On le voit, le texte qui est soumis à notre étude va être d'abord axé sur la vision antique de l'astronomie, une vision quasiment religieuse, et va ensuite passer à une vision moderne, une vision scientifique. Et cette remise en perspective historique nous autorise donc à poser la question suivante: en quoi la méditation astronomique permet-elle une réflexion sur le temps ? Pour répondre à cette question, je traiterai mon texte en deux mouvements qui sont d'une part la vision antique du vers 1 à 5,5 jusqu'à comme nous, puis du vers 5,5 on dit que jusqu'à la fin du texte, vers 11, où nous aurons la vision contemporaine de Louis Fontane. Et ces deux moments, l'Antiquité et la contemporanéité, vont s'interroger d'une part sur l'immortalité des astres, en première partie, et sur leur finitude, en deuxième partie. Je passe ainsi à mon commentaire. Le texte s'ouvre sur une redéfinition du sujet de l'étude. Ces astres, ces flambeaux. À travers l'expression ces flambeaux, on observe quasiment un rapport métaphorique qui passe par la métonymie, c'est-à-dire que les astres sont qualifiés par leur lumière, par leur effet. Et cette redéfinition métonymique est là pour signifier le rapport métaphorique qu'entretenaient les gens de l'Antiquité à ce phénomène naturel qui est les étoiles simplement. Donc ces astres qu'en passant l'homme admire, il va y avoir une opposition entre l'homme qui passe d'un côté et les astres qui vont rester de l'autre. Et cette opposition entre l'astre et l'homme va se poser dans un rapport quasiment religieux, comme le montre le verbe « admirer », qui étymologiquement signifie « regarder vers », donc regarder vers quelque chose que l'on ne peut pas atteindre. Cela signale bien l'appartenance au lexique religieux, lexique qui va être confirmé au vers 2 à travers la référence aux guèbres et aux autels, puisqu'il s'agit ici respectivement d'un prêtre et d'un lieu de culte. Nous sommes durant l'Antiquité, il y a une espèce de religion, une espèce de culte qui va être voué à ces astres, et c'est ce culte-là qui va autoriser le poète à poser la question du vers 3, comme leurs créateurs seront-ils immortels ? Ici, on va avoir un rapport analogique entre des astres qui seraient créés par, du coup, une divinité. Et ces astres créés par une divinité, puisqu'on leur élève des autels, eh bien, on peut se poser la question de l'identité entre le créateur, la divinité, et l'astre créé, et du coup, poser la question de leur immortalité. Cette immortalité, du coup, s'opposerait, là encore, au complément circonstanciel de manière. En passant, l'homme ne fait que passer, il est fini, alors que les astres seraient immortels, infinis. Simplement, il s'agit bien ici d'une question, une question à laquelle on n'a pas encore de possibilité de réponse. Mais l'analogie est faite par le biais du système comparatif avec l'adverbe « comme ».
On continue ainsi avec le développement de cette religion. Il s'agit de montrer finalement que la divinité, lui, va venir régénérer les étoiles par le passage d'une comète. Ici, on retrouve toujours cette idée de réparation, de divinisation d'une substance, donc la nature de l'astre, qui va être régénérée et qui du coup expliquerait son immortalité. Ces deux questions vont se résoudre dans une troisième. Meurt-il comme nous? Question qui va affirmer, là encore, un parallèle à travers le comparatif, comme nous, et à la fois une opposition, puisque nous, les hommes, sont caractérisés par leur finitude, ils meurent, alors que finalement les astres ne meurent pas, ou en tout cas, ils se régénèrent. On a donc ici une vision générale antique qui va assimiler à la fois les astres et les divinités, et qui, par répercussion, va leur assimiler la caractéristique de l'immortalité, l'éternité. Je passe ainsi à la deuxième partie, qui va s'ouvrir sur une vision générale. On dit que, et ici on va avoir un point de vue beaucoup plus scientifique, puisqu'on est passé du guèbre antique, qui est un prêtre, à un astronome. Ici l'astronome étant un scientifique. Donc on a bien un saut dans le temps, qui va être modélisé par le passage d'un personnage à l'autre. Cet astronome qui attend leur retour, c'est-à-dire le retour des astres, comètes y compris, est un personnage qui va accéder à des régions qui étaient pour l'instant inaccessibles, des régions qu'il s'étonne d'atteindre. Cette possibilité d'atteindre ces régions-là va être donnée par l'émergence d'un certain nombre d'inventions technologiques, en l'occurrence ici la lunette astronomique qui a été inventée aux alentours du XVIe siècle. Donc cette possibilité nouvelle qui est donnée à l'humain va lui amener une compréhension nouvelle du phénomène astronomique, puisque en attendant le retour des astres, on va avoir d'une part l'émergence de la naissance des astres, naissance qui va être modélisée à travers l'adjectif nouveau, et la mort de certains autres astres à travers le verbe s'éteindre. Donc on garde toujours ce rapport métonymique puisqu'on va avoir accès finalement à la réalité, à la nature des étoiles à travers leur lumière, comme pour le verbe 1, à travers le verbe luire, à travers le verbe s'éteindre. Mais en même temps, on voit ici, à travers la figure du chiasme, luire au début du vers, s'éteindre à la fin du vers, le fait qu'on va circonscrire cet objet d'étude, l'astre, on va pouvoir l'étreindre véritablement de manière scientifique pour pouvoir le comprendre. Et c'est à une révolution qu'on va assister ici, puisque là où les anciens considéraient que les étoiles étaient immortelles, eh bien, on va s'apercevoir, grâce à la science, qu'elles sont comme les hommes, c'est-à-dire créées, à savoir qu'elles naissent et qu'elles meurent. Cela amène donc le constat suivant, un constat tragique, comme le montre l'expression « hélas » avec le point d'exclamation. Un constat tragique qui va être exprimé au présent de vérité générale et qui va être la conclusion « tout passe donc » avec la conjonction de coordination à valeur consécutive. À travers l'adverbe totalisant, eh bien, on va avoir l'expression du temps qui passe, évidemment, mais de l'ensemble des éléments créés qui passent eux-mêmes à cause du temps. Tout, c'est effectivement le temps, mais c'est aussi les humains et c'est aussi les étoiles. Ces globes inconstants. À travers l'adjectif inconstant, un adjectif qui va être postposé, c'est-à-dire qu'on est passé du coup à un adjectif à valeur objective, un adjectif qui est construit avec le préfixe privatif 1, il va s'agir ici de redéfinir les astres tout en redéfinissant notre rapport humain à ces astres. À la comparaison du vers 3 va s'opposer du coup la comparaison du vers 11. Au début du texte, les astres étaient comparés et du coup assimilés à des divinités. À la fin du texte, les astres sont comparés et donc assimilés aux humains. Ces globes inconstants cèdent comme le nôtre, c'est-à-dire comme notre globe, la Terre, et par métonymie comme nous-mêmes, à l'empire du temps. Ici, l'expression « l'empire du temps » va venir modéliser cette puissance du temps sur l'ensemble de ce sur quoi il règne, à savoir l'ensemble du monde créé. En quoi la méditation astronomique permet-elle une réflexion sur le temps ? Tout d'abord, nous avons vu qu'il s'agissait d'un texte qui se posait la question de l'immortalité des astres par rapport à leur statut divin, avant de poser une réponse sur leur mortalité, à travers notamment la comparaison à l'humain.
Il s'agit ici d'une remise en cause de la divinité à travers le progrès scientifique caractéristique du XVIIIe siècle et des Lumières. De la même manière, il s'agit dans ce texte de poser une réflexion sur la mortalité des astres à travers une mise en perspective de l'homme en tant qu'espèce. Il s'agit ici de mettre en scène les différentes échelles temporelles et de passer du temps court de l'individu au temps long de l'espèce humaine. Tout cela sera donc modélisé par le changement de regard sur les étoiles en fonction de l'époque. Et cela nous permettra donc de réfléchir sur le temps au niveau individuel, au niveau de tous les éléments créés et au niveau du temps lui-même. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de traiter les expansions du nom du vers 1 à 3. Les expansions du nom sont l'ensemble des mots que l'on va rajouter au nom de manière à lui ajouter des informations supplémentaires. Nous en avons 3 types, les propositions subordonnées relatives, les adjectifs et les compléments du nom. Je vais commencer par les adjectifs. Nous en avons 2, antique vers 2 et immortel vers 3. Tous les deux sont des adjectifs qualificatifs et antique occupe la fonction épithète puisqu'il est relié directement au nom qu'il complète, à savoir Guèbre. Pour ce qui est de immortel, l'identification est plus complexe puisqu'il va compléter non pas un nom mais un pronom, il, pronom qui reprend les astres, vers 1, et il lui est relié par l'intermédiaire du verbe être, mais on est dans un système d'interversion sujet-verbe puisque nous sommes dans le cas d'une question. Ainsi, grammaticalement, il occupe la fonction attribut du sujet il, mais sémantiquement parlant, il est l'attribut du nom astre. Pour ce qui est des propositions subordonnées relatives, nous en avons 2. Qu'en passant l'homme admire, vers 1, et à qui le guèbre antique est levé des autels, vers 2. Nous avons bien une introduction par un pronom relatif, QU apostrophe ou qui pour la seconde, et dans les 2 cas, ces propositions complètent le nom commun astre. Nous n'avons aucun complément du nom, ce qui n'empêche pas que nous ayons des prépositions. Simplement, ici, il ne faudrait pas confondre ces groupes prépositionnels en passant notamment ou à qui avec des compléments du nom, puisqu'en réalité, ils occupent des fonctions de complément circonstanciel.